Merci de nous rester fidèles et bienvenus une fois de plus dans cette émission Point d'actualité. Nous sommes encore là pour analyser l'actualité politique en RDC. Comme vous le savez bien, le bureau de l'Assemblée nationale continue avec la consultation de parties prenantes en vue d'entériner bien sûr le bureau, les membres de la CENI, et de l'autre côté, il y a encore, on en parle, pollution de la rivière Kassai. Le gouvernement avait effectué une descente sur terrain, mais jusque-là, il y a la société civile qui dit que cette descente n'a rien procuré puisque la population continue à croupir. Il y a encore les cas de diarrhée, les cas de décès. Et aujourd'hui, le social de la population cause un problème sérieux. Est-ce qu'on risquerait de vivre la situation du Guinée en République démocratique du Congo? Félix-Antoine Tshisekedi est-il en sécurité avec tout ce qui se passe aujourd'hui? L'Union sacrée peine à résoudre, bien sûr, le problème de la population. Mais quel avenir? 2023 élections. Nous sommes là pour en parler avec M. Chris Moukedi, qui est communicateur de l'AFDCA et aussi membre de l'Union sacrée. Il est déjà dans le mur. Nous allons les recevoir. Question de parler sur ces différents sujets. M. Chris Moukedi, bienvenue. Merci, cher Laurence. Merci pour l'invitation et je salue nos téléspectateurs. Ok. Union sacrée marche à pas de tortue. L'Union sacrée a des problèmes sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment comprendre votre question lorsque vous dites que l'Union sacrée marche à pas de tortue. Vous êtes sans ignorer que l'Union sacrée a commencé avec la reconfiguration des deux chambres législatives, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et nous sommes à 4 mois de l'installation officielle du gouvernement de l'Union sacrée. Donc, à l'issue de ces 4 mois, je crois que le bilan de ce gouvernement est positif pour un gouvernement qui n'a que 4 mois de fonctionnalité. Donc, on peut, en termes des indicateurs, noter les efforts qui sont déployés au ministère de l'économie, les efforts qui sont déployés à travers d'autres ministères de la République. Donc, je considère qu'à 4 mois de la réalisation ou à 4 mois de la fonctionnalité du gouvernement Sama Lukonde, les bilans, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. La population a des aspirations qui voudraient voir le gouvernement de la République rencontrer cela, mais à 4 mois de travail avec le gouvernement Sama Lukonde, on peut noter des avancées significatives. Vous parlez des avancées significatives, cependant, jusque-là, la population est en train de croupir dans la misère et à la souffrance. On ne sait plus manger comme il se doit, même l'eau, aujourd'hui, même dans d'autres provinces comme à Ili-le-Beau, la population est en train de peiner. Qu'est-ce qui manque à l'Union sacrée puisque Félix Tshisekedi a maintenant le pouvoir? Pourquoi il ne sait pas mettre sa politique en place en vue de répondre aux attentes du peuple? Non, mais la politique, elle est imprimée. Depuis que ce gouvernement est en place, je crois qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les mérites de ce gouvernement qui, en 4 mois, réalise des résultats que les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pu produire dans ces pays. Vous parlez des résultats, quel genre de résultats? Si on peut aller par palier par palier. Non, s'il faut aller par palier, je vais prendre les cas en ce qui concerne les billets d'avion par exemple. Vous savez que dans ces pays, vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas 300, 450 $. Vous ne pouvez pas quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays. Aujourd'hui, avec les efforts qui ont été menés au ministère de l'économie, on peut aujourd'hui voyager avec 90 $. Vous pouvez quitter Kinshasa pour Mbandaka avec 90 $. C'est pas encore un réel. Non, non, c'est... On a vu certaines personnes payer 200, non, mais c'est faux, c'est faux, cher ami. Hein? Moi, je vis le billet. Non, mais les billets, ça dépend. Les billets, ça dépend des itinéraires. Là, j'ai pris un cas. Donc, le coût le plus cher pour quitter Kinshasa aujourd'hui, c'est 195 $. Voilà, mais le plus cher. Il y a des billets qui se vendent à 255 $. C'est faux. Est-ce que vous avez eu le privilège de voyager depuis que cette résolution a été établie? Je suis journaliste d'investigation. Donc, je vous dis,
les prix le moins cher aujourd'hui, c'est 90 $ pour aller quitter Kinshasa pour aller à Mbandaka. Les plus chers, c'est pas plus de 200 $. Donc, il faut noter l'incidence que cette réduction va avoir sur le social du Congolais. Aujourd'hui, nos amis qui font les commerces, qui prenaient des navires, des barges pour aller pendant autant de jours à travers le fleuve Congo pour aller à l'équateur chercher la marchandise, peuvent prendre un avion, rapidement aller à l'équateur, revenir, et la marchandise suit après. Donc je crois qu'il y a une incidence économique, hein, et dont la répercussion est aussi sociale. Le gouvernement de la République est également engagé dans des tractations avec les opérateurs économiques pour obtenir la réduction des vivres frais. Comme on dit, un peuple affamé n'a pas d'oreille. Donc le gouvernement Sama Lukonde s'active à obtenir une réduction sensible des prix des denrées de première nécessité dans les marchés congolais. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a un protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement de la République avec les opérateurs, et nous pensons que d'ici quelques jours, cet accord sera d'application et les Congolais vont se retrouver. Il y a plusieurs... Le pays est dirigé de promesse en promesse. On dit je ne vous parle pas des promesses. Jusque-là, on ne sait pas palper. Je ne vous parle pas des promesses, je vous parle des faits. Quand je parle des prix des billets d'avion, ce sont des faits. Quand je parle... Les produits surgelés, les prix n'a pas... Mais justement, changé. La pensée précède l'action. Vous ne pouvez pas directement vous réveiller un matin, vous appliquer, vous imposer votre vision. Pas du tout. Ça se fait de manière intelligente, de manière à négocier avec des partenaires qui, il faut reconnaître, ils tiennent notre économie. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin comme ça, vous commencez à dire, ok, l'IPA Ekiti, Zaki, 300 francs et commis 100 francs. Mais par quel coup de baguette magique? Donc il faut... Le gouvernement a des concessions à faire vis-à-vis de tout cela, en rapport avec les exonérations que le gouvernement peut accorder aux importateurs. Le gouvernement peut alléger les taxes, le gouvernement peut alléger les frais de douane, qui permet à ce que ça puisse avoir une incidence sur le coût de production de ces produits. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui doivent être conjugués pour que, finalement, le coût des produits de première nécessité puisse connaître une réduction. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'État. Hein? Mais il faut saluer les efforts qui sont fournis, qui sont, en tout cas, que nous sommes en train de percevoir en rapport avec le gouvernement qui est en place. Vous parlez du gouvernement, cependant, nous avons quand même vu la honte que ce gouvernement-là est en train de faire aujourd'hui. À l'Ilebo, la rivière Kassai, qui avait changé de coloration, il y avait le fer annexé provenant de l'Angola. Mais ce gouvernement était incapable de réaliser, de protéger la vie de la population. Plusieurs membres de la société civile ont dénoncé cela. Pourquoi ce gouvernement n'est pas toujours en mesure de réaliser le rêve de la population? Je crois que ce sont des mots durs que vous utilisez contre le gouvernement. Mais c'est une réalité puisque la population en parle. J'en reviens. Il faut savoir qu'il y a des phénomènes qui sont exogènes à notre pays. Par exemple, lorsque nous parlons de la pollution des rivières, ce sont des rivières que nous partageons avec d'autres pays. Et la pollution n'a pas été provoquée par la RDC. La RDC doit protéger sa population. Laissez-moi parler. C'est ça. La pollution la pollution vient de notre pays limitrophe, l'Angola, qui fait que, du fait de l'exploitation des minéraux en Angola, en pleine eau, ça produit de la pollution dans les fleuves que nous partageons ensemble. Je crois que vous avez suivi les rapports qui a été établi par le ministre, le VPN de l'Environnement, qui est allé sur place avec une délégation, qui ont fait les constats. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais est en pourparlers avec l'Angola.
pour que l'Angola puisse mettre fin à la pollution, parce que ce sont des fleuves que nous partageons, ce sont des fleuves d'intérêt commun. Donc c'est ce qui a été fait, et je pense des mesures ont été prises en rapport avec la population. La prise en charge est assurée par les gouvernements. Ben, de l'autre côté, au niveau de la diplomatie, les choses sont suffisamment avancées pour permettre d'obtenir à ce que cette entreprise, cette industrie qui extrait du minerai de l'autre côté de l'Angola puisse trouver d'autres mécanismes qui lui permettent de rentabiliser le travail qu'il fait sans pour autant polluer la rivière. Donc dire que le gouvernement ne protège pas sa population alors que c'est un phénomène qui vient de l'extérieur, comme j'ai dit, exogène, c'est être en tout cas très dur avec le gouvernement congolais qui prend ses responsabilités en main. On doit rester au sein de l'Union sacrée. Hier, vous avez accusé le FCC d'être à la base du blocage. Aujourd'hui, on sent presque que dans tout le ministère, il y a des couacs, il y a des problèmes sérieux. Avec Ensemble pour la République, on sent qu'il y a un ça ne va pas. Est-ce Félix Tshisekedi qui a une mauvaise politique ou on doit accuser ses partenaires? Puisque déjà avec Ensemble et Moïse Katumbi, ça ne marche pas. Non mais vous savez, en politique, même si vous êtes dans une coalition, chaque groupe reste autonome du point de vue fonctionnalité de parti politique. Dans la mesure où l'Union sacrée, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas non plus structurée. Je crois que c'est une des faiblesses qui fait qu'au sein de l'Union sacrée, chacun emprunte parfois la route qui lui convient. Mais viendra un moment où l'Union sacrée sera structurée. La charte de l'Union sacrée établira des orientations, des lignes de conduite pour chacun des membres qui aura intégré l'Union sacrée. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra maintenant savoir quels sont les partis politiques qui se rebellent vis-à-vis de la politique de l'Union sacrée. Mais dès lors que cette ligne n'est pas encore établie, je ne pense pas que le président de la République va commencer à imposer son veto sur les fonctionnements des partis politiques qui sont autonomes. Donc maintenant tout le monde peut faire ce qui lui semble bon. C'est simplement que je constate qu'il y a une certaine liberté au sein de l'Union sacrée qui permet à chacun d'avoir un regard particulier sur la manière dont les choses se passent dans le pays. Mais viendra un moment où tous devront s'aligner sur la droite ligne qui sera édictée à travers la charte de l'Union sacrée qui sera bientôt connue. La charte de l'Union sacrée, les réunions étaient d'abord suspendues, ils ont repris les réunions et récemment, nous avons vu le président des deux chambres du Parlement se mettre ensemble en vue de relancer ces réunions-là. Qu'est-ce qui bloquerait aujourd'hui le bon fonctionnement de l'Union sacrée, selon vous? Non, je crois que rien ne bloque le fonctionnement de l'Union sacrée. Il y a un coordonnateur qui a été désigné par le chef de l'État, mais il faut savoir aussi que lorsque ce coordonnateur a été désigné, il y a des gens qui n'ont pas apprécié que ce soit celui-là. Ce sont des bonnes guerres en politique. C'était qui? Je parle du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a été désigné par le chef de l'État pour conduire à la destinée de l'Union sacrée. Mais il y a plusieurs forces politiques dedans. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi seulement lui? Vous voyez, surtout que c'est déjà un c'est les choix. Qui a envie de pouvoir. Non, arrêtez. Et voilà pourquoi il y a même des décideurs du FCC qui ne peuvent pas le voir à la tête. C'est un politique. C'est un politique. Qui change de position à tout moment. Ça ne veut rien dire. Qui sert la République. Vous savez, on a une mauvaise compréhension parfois des acteurs politiques. Parce que la personne a servi Mobutu, la personne a servi Kabila, la personne a servi Félix Tshisekedi. Mais finalement, la personne dont nous évoquons est au service de qui? Il faut faire la différence entre les hommes, parce que les hommes passent, les institutions restent. Nous servons la République. Vous ne pouvez pas, moi, m'empêcher aujourd'hui. Demain, si Félix Tshisekedi n'est plus président au-delà de 2028, de servir la République avec les présidents qui viendraient après Félix Tshisekedi. Sinon, je mets fin à ma carrière politique. Il est clair qu'aujourd'hui, je suis avec Félix Tshisekedi, je travaille avec l'Union sacrée, mais quand viendra un autre président de la République,
je servirai la République. Vous pouvez faire l'opposition. On ne fait pas l'opposition pour les plaisirs. L'opposition, comme la majorité, c'est un choix politique. Levé en rapport avec la vision qui est imprimée par le chef de l'État. On ne fait pas l'opposition pour les plaisirs de les faire. Nous avons été opposants à une certaine époque. J'ai dit nous, moi, vous savez, vous connaissez mon parcours politique, à un certain moment, parce que nous avons considéré que l'ancien président de la République marchait sur la Constitution et qu'il ne travaillait pas en cherchant à rencontrer les aspirations profondes de la population. Donc, si, dans votre perception du pouvoir, vous constatez que le président qui est en place ne travaille pas pour l'intérêt du peuple, vous pouvez, en ces moments-là, vous opposer à sa vision. C'est quoi travailler pour l'intérêt du peuple? Puisque tout le monde parle au nom du peuple, tout le monde dit on travaille pour le peuple, mais cette population-là continue à souffrir. C'est quoi travailler pour le peuple? Travailler pour le peuple, c'est rencontrer ses aspirations. Travailler pour le peuple, c'est respecter la Constitution ce qui n'est pas le cas, qui a été... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Félix Tshisekedi travaille pour le peuple. Il travaille pour le peuple. Pour quel peuple? Mais pour le peuple congolais, il ne travaille pas pour les Sénégalais. Pour ce peuple-là qui est en train de souffrir. Non, mais pour ce peuple-là où à l'Est on a décrété, non, mais justement, les peuples qui a été... Vous savez, j'ai toujours dit, le pouvoir c'est une continuité. Ce n'est pas que Félix Tshisekedi hérite les pays des colonisateurs. Nous ne sommes pas en 1960 où rien n'a été fait et que vous devez tout bâtir. Non. Nous sommes en 2021 et en 2019, Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs le 24 janvier 2019. Mais lorsqu'il prend les pouvoirs, il faut qu'il trouve aussi des préalables et qu'il trouve des réalisations qui ont été faites par les régimes précédents. Quand il vient au pouvoir, il décrète la gratuité de l'enseignement. Dans sa conception, il s'est dit, il y avait des projets qui étaient budgétisés dans le sens de construire 1000 écoles, par exemple. Et lui, quand il vient au pouvoir, il dit, il sait que les 1000 écoles ont été construites. Sans vérification. S'il vous plaît, pendant la campagne électorale, chacun a des promesses qu'il fait. Tous les candidats font des promesses électorales. Tous les candidats. Que ce soit les candidats qui ont échoué, tous ont eu à faire des promesses électorales. Félix a promis la gratuité de l'enseignement. Mais lorsqu'il active la gratuité doit trouver un soubassement sur lesquels reposer. Et c'est quoi ces soubassements? Ce sont des écoles qui devraient être construites par les régimes précédents. On arrive et puis on trouve qu'il n'y a pas d'école. Voilà d'où commence la difficulté. C'est comme ça que j'ai dit, les gouvernements qui se succèdent, les régimes qui se succèdent, devraient en principe être des régimes de continuité. Pas que vous arrivez, vous ne trouvez rien du tout. On décrète la gratuité sans planification et vous accusez le régime précédent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, je comprends que vous ne voulez pas comprendre ce que j'ai dit. Non. J'ai dit ceci. Est-ce que Félix Tshisekedi les budgets de l'État, il n'y a pas question de vérifier parce que personne ne peut faire le tour du Congo si ce n'est l'État. Félix Tshisekedi n'appartenait pas à l'État. Il était un candidat président de la République qui n'avait pas fait le tour de la République. Mais avant lui, il y avait un gouvernement qui est représenté dans tous les secteurs, des ministres sectoriels. Il y avait des gouvernements provinciaux. Le budget a été voté et le budget a sorti de l'argent pour la construction des 1000 écoles. Voilà. Donc, moi, quand j'arrive au pouvoir, je dis, je sais qu'il y a 1000 écoles. Je dis, ok, puisqu'il y a 1000 écoles, je décrète la gratuité de l'enseignement qui est consacrée dans la Constitution. Et dans sa mise en application, on constate des difficultés parce qu'il y a des écoles qui n'ont jamais été construites. C'est là que vous devrez poser le problème. Vous devez interpeller les régimes précédents pour poser la question, mais il y a de l'argent qui a été sorti pour construire ces écoles. Où est l'argent? Vous voyez maintenant l'importance de l'IGF aussi, qui a été ressuscité par les régimes de Félix Tshisekedi. L'IGF qui s'attaque au régime de Joseph Kabila, mais s'attaque seulement aux gens de l'Est. Cependant, il y a d'autres personnes qui ont servi la République pendant tous ces temps. Faisons quand même un débat intelligent, mon cher ami. Vous savez que tous les régimes, depuis 2006 jusqu'en 2018, ce sont ces personnes que vous citez qui ont géré la République. Vous allez suivre quelqu'un qui n'a pas été aux affaires? Non. Si
aujourd'hui la justice court derrière M. Matata, c'est parce qu'il a à gérer. Vous n'aurez pas géré, l'État ne vous aurait pas suivi. Vous avez eu des fonctions, des responsabilités dans les pays, mais vous devrez aussi rendre compte à la population. Le problème avec nous, c'est que nous étions habitués à un régime d'impunité. Et que les régimes maintenant qui vient, l'avènement du régime de l'état des droits, n'est pas très bien accueilli par les gens qui étaient habitués à l'impunité. Si pendant 18 ans, vous n'avez pas connu la justice, vous n'avez jamais été confronté à un magistrat, si pendant 18 ans, vous avez détourné, vous n'avez jamais reçu une convocation de la justice, c'est tout à fait normal que lorsqu'un régime arrive, qui prend un état des droits, vous vous sentez visé. Alors que vous ne devrez pas vous sentir visé. C'est comme ça que les pays fonctionnent. Les pays normaux fonctionnent comme ça. Et nous voulons être un pays normal. Voilà. Avec un état de droit sélectif. Mais en quoi c'est sélectif? Mais dites-moi, qui a géré, qui a détourné l'argent de l'État, qui n'a pas été poursuivi par la justice? Dites-moi un peu. Parlons clairement devant les téléspectateurs. Y a-t-il un Congolais qui est protégé par Félix Tshisekedi aujourd'hui? Vous étiez en train de crier ici, Etienne Longondo, Etienne Longondo. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Félix Tshisekedi avait donné les tons avec son directeur de cabinet. À l'époque, il n'avait touché aucun kabiliste. Il n'avait touché aucun de ceux qui étaient dans le régime de M. Kabila. Matata Pogno, tous ces noms que vous connaissez, non, qui ont géré la République. Le premier prisonnier du régime Mobutu, du régime Tshisekedi, c'était l'ancien ministre de la Santé, à ne pas oublier. Mais qui était membre de l'UDPS aussi? Ce sont des guerres. Mais c'est une preuve. C'est une preuve que nous ne sommes pas en face d'une justice sélective. Et une justice où vous êtes dans un pays où les membres de la famille politique du chef de l'État se retrouvent en prison. Vous n'avez jamais connu ça ici dans ces pays? C'était moi, un seul membre de la famille politique de Kabila qui a été emprisonné pendant le régime Kabila. Il n'y en a pas. Malgré des révélations, des détournements scandaleux qu'on a connus dans ce pays. Aujourd'hui, c'est ce que la population veut voir. La population n'a pas besoin de... La population a besoin de la justice. La population n'a pas besoin... Ça, c'est vous. Ça, c'est... Non. Mais est-ce que cet argent-là qui est récupéré par l'IGF... S'il vous plaît, mon cher ami. Qu'est-ce que la population en profite? Qu'est-ce que la population... Mais la population va en profiter parce que cet argent va entrer dans les projets. Ça va faire gonfler les budgets de l'État. Quand? Lorsque... Non, dans 2 ans, c'est déjà la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Mais le mandat, il est de 5 ans. Je vous dis, le mandat, il est de 5 ans. Mais c'est un mandat qui a été hérité aussi. Comme je dis, c'est la continuité. Ne parlez pas comme si les pays n'existaient pas. Les pays commencent aujourd'hui. Les pays ont toujours existé depuis 1960. L'État a commencé à exister depuis 1960. Félix a hérité les pays dans l'État dans lesquels vous connaissez. Donc, il est en train de travailler. Il restaure la justice, qui était ligotée par les régimes passés. Il restaure l'IGF. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que l'IGF est une nouvelle création de Félix Tshisekedi. Il faut que le Congolais sache aujourd'hui que l'IGF a aujourd'hui 34 ans de vie, depuis qu'il a été créé en 1987. Donc ça fait 34 ans que l'IGF existe dans ces pays. Mais bon, les Congolais ne connaissent pas l'IGF. Tout simplement parce qu'il y avait une certaine volonté du régime passé à vouloir réduire l'IGF au silence. On ne peut pas bâtir les social d'un pays sans stabilité politique, sans la justice, sans le contrôle, sans l'audit. C'est l'audit de l'IGF qui fera que le Congo aujourd'hui connaisse un budget qui passe de 5 milliards à 10 milliards ou à 15 milliards. On attend l'audit de la présidence. Là où nous attendons le 15 septembre commence à l'Assemblée nationale et au Sénat la session budgétaire. Nous verrons les résultats que l'IGF aura produits en rapport avec les budgets qui nous sera présentés par les gouvernements. Donc on ne peut pas dire que, même chez vous à la maison, avant que les enfants ne mangent, il faut que vous puissiez mobiliser l'argent. Vous ne pouvez pas manger sans argent. Et le travail que l'IGF fait mobilise nos ressources. Le travail que la justice fait, quand on arrête les voleurs, vous n'avez pas de rapport du niveau des performances en rapport avec nos régies financières aujourd'hui. Là, ce sont des chiffres et la réalité est tout autre. Mais la réalité, ce sont des chiffres ça va dans la... millions, mais justement, mais la réalité souterraine, on va vivre la réalité bientôt, mobilisée pour servir
au social des Congolais. Espérons que ce ne sera pas un bientôt de Jésus qui se réveille bientôt. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous craignez de voir ce qui s'est passé au Guinée, c'est réalisé en RDC, et surtout que la population a que de souffrir, les militaires ne sont pas bien payés? Mais vous comparez l'incomparable. Vous comparez un régime dictatorial avec un régime démocratique. Non, mais il n'y a pas de commune mesure. Accéder au pouvoir par les élections. S'il vous plaît. Et Félix de même. Vous parlez d'un monsieur qui a fait réviser la constitution de son pays pour rester éternellement au pouvoir. Alors qu'au Congo, nous avons un président qui a été élu, l'alternance a été effective dans notre pays, et le président est à son premier mandat, qui n'est pas encore arrivé à terme. Mais aussi, il faut rappeler que la Constitution lui donne la possibilité pour faire un second mandat. Donc on ne peut pas comparer ce qui s'est passé en Guinée chez M. Alpha Condé et ce qui s'est passé en République du Congo. Comme on dit, la comparaison n'est pas raison. Donc je considère simplement... La misère de la population peut déclencher tout cela. Mais la misère de la population, c'est un héritage sur lequel le gouvernement en place travaille. Mais il faut combien de temps pour bannir cet héritage malheureux? Mon cher ami, un État ne se construit pas comme un château de cartes. Voilà. Et puis il faut rappeler, parce que j'entends souvent les gens dire que Félix a fait 3 ans. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose, et je sais que tu vas réagir. Tes connaissants, je sais que tu vas réagir à ce que je vais dire. Lorsque Félix Tshisekedi accède au pouvoir, il n'a pas la majorité au Parlement. Cette majorité est détenue par les FCC qui va en coalition avec Félix Tshisekedi. Et dans la responsabilisation des portefeuilles de l'État, le FCC a pris 70%. 65. 65-70%. C'était 65. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que dans les 2 ans et demi de Félix Tshisekedi, le FCC a grignoté dans la gestion. Lorsque vous parlez de Félix Tshisekedi... C'était une année et quelques mois. S'il vous plaît. Les 100 jours, Félix a dirigé seul avec le gouvernement Tchibala. Non, mais c'était le gouvernement du régime passé. Les gouvernements étaient en place. On n'avait pas dessous les gouvernements. N'oubliez pas les gouvernements étaient en place. Les directeurs de cabinet du chef de l'État avaient demandé à tout le monde de ne pas effectuer C'était l'expédition des affaires courantes avec les ministres. Avec les ministres. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il y avait un gouvernement. Donc on ne doit pas accuser quand même le régime de Kabila. Il y avait un gouvernement. Voilà, il y avait un gouvernement de la Kabylie. Qui n'avait presque plus de pouvoir. Il y avait un gouvernement. Qui n'avait plus de pouvoir. Non, non. Qui expédiait les affaires courantes. Félix Tshisekedi doit assumer sans peut-être faire... Donc, je vais dire ceci. Vous m'avez coupé ma réflexion. Allons-y. Vous avez coupé ma réflexion. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, depuis la rupture de la coalition FCC-Cash, Félix Tshisekedi agit en homme libre il n'y a pas plus de 6 mois, comme président de la République, comme un gouvernement qui lui est totalement consacré. Et il n'y a pas de signaux. Les signaux sont là. On agit maintenant... Les signaux, je vous ai donné les signaux. Il n'y a pas de signaux. Les indicateurs économiques sont là, je vous ai montré les signaux. Vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir. Les signaux... On a parlé de cela. J'ai dit, il n'y a pas de social sans mobilisation des recettes. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas manger dans votre maison lorsque vous n'avez pas l'argent. Dites-moi, comment, s'il vous plaît, dites-moi, s'il vous plaît. C'est moi qui suis votre invité. C'est moi qui apporte la matière. S'il vous plaît. Si aujourd'hui on vous nomme comme ministre, à la maison, vos enfants n'auront pas besoin de ces titres-là. Ils auront besoin de palper la réalité. Leur mode de vie doivent changer. Mais quand on voit Félix Tshisekedi, président de la République, il n'y a pas de changement. Et vous pensez que cette population-là doit se réjouir, continuer à attendre avec des promesses, des promesses, des promesses? Je dis, les changements ne se décrètent pas. Les changements, c'est un résultat du travail. Il ne faut pas décréter un changement. Vous arrivez au pouvoir, je change tout. Non. C'est le résultat du travail qui est en train d'être fait par le gouvernement de Warrior. Donc, j'ai donné quelques indicateurs ici. C'est vrai que la situation n'est pas totalement au vert dans le pays.
Mais il y a des signaux qui sont donnés. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître, il faut percevoir la différence entre les régimes passés et les régimes actuels. Il faut être animé de mauvaise foi simplement pour ne pas reconnaître les efforts qui sont menés par ces gouvernements dont les résultats vont se constater sur le social du Congolais. Va se constater. On attend toujours la réalisation. Espérons que ça pourrait être le cas aujourd'hui. Mais élection en 2023, vrai ou faux, est-ce qu'il y aura élection vraiment en 2023? Pourquoi il n'y aura pas élection en 2023? Il n'y a pas consensus autour du candidat président. Il n'y a pas consensus au sein de la classe politique. La Mouka jusque-là n'a pas encore envoyé ses candidats. Et même au sein de l'Union sacrée, puisqu'on a constaté, Moïse Katumbi l'a dit, il doit y avoir consensus. Nous avons eu des élections dans ces pays en 2006. Il n'y avait pas consensus de tous les acteurs. Donc vous voulez aller aux élections sans l'opposition? Écoutez-moi. En 2006, dans ces pays, nous sommes allés aux élections sans l'UDPS. Vrai ou faux? Le MLC de l'opposition était là. Non mais, dites-moi. Nous venons de 1+4. À l'époque, lorsque les MLC participent aux élections, les MLC n'est pas dans l'opposition. C'était membre de l'opposition. Le MLC sort de 1+4, il va aux élections avec Kabila. Il n'était pas de l'opposition. Le MLC a fait l'opposition après les résultats. Donc ça veut dire que en 2006, nous sommes partis aux élections sans opposition. C'est ça la vérité. Nous venions du schéma 1+4. Bemba était au pouvoir, Zaïd Ngoma était au pouvoir, Yero était au pouvoir. Ils étaient tous des opposants. Hein? Non mais dans les 1+4, il n'y avait pas d'opposants. Bemba était vice-président de la République. Comment être vice-président de la République et être opposant? Il n'était pas opposant. Mais Bemba est de... Non. Je dis ensemble, il y a l'Union sacrée, mais l'ensemble fait l'opposition. Écoutez, ne faisons pas du coq à l'âne. L'ensemble fait l'opposition. Il faut que les Congolais comprennent ce que nous sommes en train de dire. C'est qu'en 2006, nous sommes allés aux élections sans opposition. Vrai ou faux? C'est vrai. L'UDPS n'a pas participé. L'UDPS avait boycotté à l'époque, même l'enrôlement. Il a demandé à la population de ne pas se faire enrôler. L'UDPS a boycotté. Nous sommes allés aux élections, on n'a pas cherché ces larges consensus pour faire intégrer l'UDPS, qui à un moment donné s'était rétracté. L'UDPS a voulu se rattraper, mais le régime n'a pas voulu les faire entrer dans le processus. Et nous sommes allés aux élections comme ça. À l'époque, le MLC n'est pas dans l'opposition. L'opposition du MLC a commencé lorsque les résultats ont été publiés. Bemba a fait la déclaration pour dire qu'il va faire de l'opposition républicaine. C'est en ce moment-là que le MLC, en 2007, commence l'opposition. Il faut que nous puissions bien rappeler l'histoire de notre pays. Donc ça veut dire quoi? Vous voulez organiser vos clichés. Ça veut dire quoi? Vous cherchez ça veut dire ceci. Ça veut dire que la recherche du consensus ne veut pas dire l'unanimité de toutes les forces politiques dans le pays. Si les gens se décident de ne pas participer au processus, le processus se fera sans eux. Les élections ne sont pas faites. S'il vous plaît, les élections ne sont pas faites pour les politiciens. Les élections sont faites pour les peuples. Les élections sont faites pour respecter la Constitution. La Constitution veut que chaque 5 ans, nous puissions avoir les élections. Donc, chaque 5 ans, dans ces pays, il y aura élection. Avec ceux qui voudront y aller. C'est une compétition. Martin Fayulu a le droit de refuser aussi, de participer. Il a le droit de refuser de participer. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir qui bloquez. Mais on bloque comment? Pourquoi vous ne voulez pas... Non, dites-moi, est-ce qu'il y a un acteur politique qui siège dans les confessions religieuses? Lorsque vous dites c'est vous qui bloquez. Qui bloque? Mais c'est plus que vous êtes en train de manipuler, vous qui êtes au pouvoir, vous êtes en train de manipuler. Ça, c'est un discours. C'est un discours facile. Mais on a entendu. C'est un discours facile. Frédéric Mbongo l'a dit. Mais ils n'ont pas été. Le président l'a aussi déclaré. Ils n'ont pas été capables d'apporter des preuves de ces déclarations. Ça a toujours été ainsi dans ces pays, mon cher ami. Le processus électoral dans ces pays a toujours été comme ça. Rien ne change. Rien ne bouge avec l'opposition. De 2006 à 2018, l'opposition est restée constante dans son discours
vis-à-vis du processus électoral. Félix Tshisekedi voulait le changement et je pense qu'il était grand temps pour lui de changer les choses. Changer les choses ne veut pas dire renverser les priorités. Vous savez que nous avons une Assemblée nationale et toutes les réformes passent par l'Assemblée nationale. Comment vous pouvez comprendre? Moi, je me pose la question. La MOCA représente une minorité au sein des institutions. Lorsque vous révisitez la loi, la majorité décide, et vous êtes une minorité, vous voulez que la volonté de la minorité triomphe sur la majorité. Nous sommes dans quelle république? Allez-vous soutenir l'enterrement de membres de la commission électorale indépendante par l'Assemblée nationale, malgré qu'il n'y a pas eu consensus? L'Assemblée nationale doit trancher. L'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui avait confié la mission aux confessions religieuses. Donc vous allez soutenir la décision de l'Assemblée. Écoutez ce que je suis en train de dire. Allons-y. Les confessions religieuses ont échoué à la mission qui leur a été confiée par l'Assemblée nationale. Il revient à la personne qui avait confié la mission de pouvoir prendre ses responsabilités. Donc l'Assemblée nationale va trancher. Donc vous serez d'accord? L'Assemblée nationale avait institué une commission paritaire. Si on disait c'est Kadima qui va diriger, vous allez soutenir? Moi j'ai dit c'est l'Assemblée qui doit trancher. Vous allez soutenir? Je ne suis pas député. Non, si on décidait, il faut laisser, si l'Assemblée nationale, en tant que politique, vous allez soutenir. Mais je respecte les institutions, moi. Moi, je dis respect pour les institutions. Je suis républicain. Donc, dès lors que c'est une décision qui sort d'une institution de mon pays, dont les compétences sont définies, voilà, je m'incline. Alors, ensuite, avec cette question, Félix-Antoine Tshisekedi a effectué plusieurs voyages en dehors du pays. Plus de 100 voyages aujourd'hui, plus de 250 millions de dollars bousillés, il n'y a pas de résultats. Je considère que vous n'êtes pas un journaliste qui fonctionne dans des fake news, mon cher ami. Je vérifie. Hein. Voilà, donc lorsqu'on parle plus de 100 voyages, voilà. En tout cas, depuis que le pouvoir. Je plains nos amis qui sont en train de faire d'abord cette comptabilité, une fausse comptabilité, mais aussi cette fausse comptabilité s'est traduite même sur de faux liens avec les pays frères, avec les organisations internationales. Félix Tshisekedi ne voyage pas pour le plaisir de voyager. Chaque voyage qu'il fait, il prend les risques de sa propre vie. Parce qu'il peut connaître un crash. Vous pensez qu'il est en train de jouer? Ce qu'il est en train de faire? C'est quoi le résultat de ces voyages? C'est là où il y a les résultats, c'est d'abord la coopération bilatérale entre la RDC et les pays auprès de qui nous allons. Un pouvoir qui n'assure pas, c'est un pouvoir qui sécurise pas la population. Félix, et vous parlez que de coopération. Mais la coopération, les résultats de la coopération, peut-être vous les voyez pas, vous, parce que vous ne voulez pas les voir. Lorsque votre pays fait un accord militaire, par exemple, avec les États-Unis, et que les instructeurs viennent pour rendre votre armée forte, une armée républicaine, les peuples congolais n'en bénéficient pas. Lorsque les présidents de la République arrivent en Turquie pour un accord industriel et que les industries sont créées au Congo, donnent de l'emploi aux Congolais, lorsqu'ils signent des contrats pour un accord sur le plan touristique et qu'on met en valeur des sites touristiques dans les pays et que nous connaissons le Congo devient un pays qui est visité par les étrangers. L'argent entre dans la caisse de l'État. Au niveau de notre... dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les transports. Les pays ne gagnent pas. Je crois que c'est un discours de diabolisation que les gens sont en train de faire, juste pour essayer d'annuler en fait les effets positifs des dividendes de ces voyages que le chef de l'État fait. On comprend, mais ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais... Félix Tshisekedi a toujours été dans les avions depuis qu'il est né. Vous ne répondez pas. Il a grandi en Europe. Non, ça c'est pour ceux qui pensent que les voyages c'est un luxe pour lui. Vous ne répondez pas quand même par un oui ou non. Oui. Croyez-vous à la réélection de Félix Tshisekedi en 2023? Je crois fermement que Félix Tshisekedi sera réélu
comme président de la République en 2023. M. Chris Mukendi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que vous êtes communicateur de la FDCA et puis membre de l'Union Sacrée. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est bien la fin de cette émission Point d'actualité. Merci à Céline Chamala qui était derrière la caméra et surtout bon titre de programme sur Missionary Télévision.